Lettre copiée dans le journal signée Julien. Mon bon frère. Note adressée à Pierre Lecause. Je t'attends chez nous à l'heure dite. Ne t'inquiète pas de te mouiller un peu. Tu trouveras un bon feu pour te sécher. Prends aussi ton ciré. Je n'ai pas besoin de te dire toute la peine que tu me ferais si tu allais t'imaginer de faire ton mauvais goéland et de ne pas venir. Je t'embrasse, Julien. Suite, extrait d'un magazine. Sous le titre de Asiadé, il vient de paraître à la librairie Calman Levy un roman digne de l'attention du public délicat auquel il s'adresse. L'auteur, qui a cru devoir garder l'anonymat, nous transporte en plein Orient. Son livre est une délicieuse idylle dans laquelle, au milieu d'événements romanesques, le lecteur trouvera des récits chauds et colorés, des tableaux pleins d'imprévus et d'originalité, de touchantes scènes d'amour, une ardeur entraînante de sentiments et une intensité de vie qui attire et subjugue. Note en bas de page, Asiadé est publié le 10 janvier 1879 et le 12 février, Émile Ancotte, envoyant à Julien Viaud ses 12 exemplaires d'auteur, lui écrit, guillemets, une grande annonce affiche d'Asiadé apparue à la 4e page des principaux journaux de Paris, lesquels ont inséré aussi la petite réclame ci incluse. Fermez les guillemets. Et c'est donc le texte qui vient d'être lu. Dimanche 16 février. Beau temps d'hiver, bonne journée passée dans les bois de Martin-Vaste avec Pierre et Guillet. Nous mangeons du pain noir et buvons du lait dans une ferme pittoresque au fond d'un grand bois. Du 23 janvier au 9 mars. Rue de l'Abbaye, numéro 35, au premier, au-dessus d'une gargote de matelot, c'est là qu'est notre gîte. Grand tapage dans la case le dimanche soir surtout. La chambre est confortable, remplie de bizarres bibelots chinois. C'est le quartier le moins triste de cette ville absurde, sur un large boulevard en face de la mer, le boulevard qui mène à l'Arsenal, à 2 pas de la caserne des marins. Toujours un vent glacial, un ciel terne et sombre, l'obscurité en plein midi, la pluie, la crotte et le dégel. Le jour, devant le feu, je travaille à terminer le manuscrit de Rarahu. Note, titre original du Mariage de Loti. Le livre sera publié sous le titre Le mariage de Loti. C'est difficile et pénible d'évoquer ces souvenirs ensoleillés d'Océanie dans ce milieu maussade. Vers 6 heures, le soir, Pierre arrive et procède à sa toilette. Je me repose et ma journée est finie. Bien éclairée et bien chauffée, la chambre est supportable la nuit. Et nous ne quittons guère le coin de notre feu que pour aller nous coucher. La grosse et horrible bonne d'en bas nous monte un pichet de cidre doux. Les magots chinois sourient gaiement au bruit tapageur des champs d'en dessous. La pluie fouette les vitres et nous nous trouvons encore bien chez nous. À 8 heures, c'est généralement l'ami Guillet qui arrive nous tenir compagnie, trempé de pluie ou de neige, quelquefois aussi le docteur Grandjon ou encore Santis, et monsieur Prudhomme, note. Allusion au personnage créé par Henri Monnier, type du bourgeois conventionnel et sentencieux. Reprise. À 8 heures, c'est généralement l'ami Guillet qui arrive nous tenir compagnie, trempé de pluie ou de neige, quelquefois aussi le docteur Grandjon ou encore Santis. Et monsieur Prudhomme lui-même ne trouverait rien à redire à nos soirées. Extrait de la revue politique et littéraire, numéro 34, du 22 février 1879. Note en bas de page. Cet article non signé, recopié par Loti,
est de Maxime Gaucher. Voici l'article. Un auteur qui garde l'anonymat nous raconte les amours et la mort d'un lieutenant de la marine anglaise qui probablement n'a jamais existé. Pas plus qu'Asiadé, sa tendre amie. Disons quelques mots de ce roman auquel on fait un peu de bruit. Loti, le héros, s'ennuyant fort à Salonique, se distrait avec la belle Asiadé, qui s'échappe du harem pour lui consacrer quelques instants furtifs. Ils montent sans mot dire dans une barque qui les emmène loin du rivage. Quand ils sont à distance suffisante, Asiadé lui fait un signe. Il vient s'asseoir près d'elle et son voile, imprégné des parfums de l'Orient, le pénètre d'une langueur mortelle. Il la touche en tremblant, ou, si vous aimez mieux, il tremble en la touchant, car, comme il l'a inscrit sur son journal, son contact est ferme et froid. Ainsi commence la comédie. Puis séparation, puis on se retrouve, puis on se sépare de nouveau. Quand Loti revient, Asiadé est morte, oui, morte, la circassienne, au ferme contact. Loti va se faire tuer à la bataille de Kars, et la comédie finit en drame. Bien romanesque cette aventure où l'âme et les sens sont de la partie, les sens d'abord. Bien étrange et bien déplaisant ce Loti, qui se déshabille à la Hassan, H-A-2-S-A-N, comme on se coiffe à la capoule, note en bas de page. Du nom d'un chanteur français de l'époque, coiffure qui comporte une raie au milieu de la tête, les côtés du front dégagés et deux petites boucles sur le milieu du front. Reprise. Bien déplaisant ce loti qui s'habille à la Hassan, comme on se coiffe à la capoule, puis, changeant de modèle, aborde l'emploi des rolas, R-O-2-L-A. Il vous irritera, il vous révoltera, avec ses airs désabusés, son dédain de toute morale, son égoïsme féroce, sa cruauté pour ses amis, pour sa famille, qui appelle de ses vœux l'absent. Les amis, il n'y a point d'amis. L'affection de sa sœur peut-être, mais affaire d'habitude. Rien n'existe plus pour lui que cet Asiadé qui passe la journée à aplatir ses cheveux et à teindre ses ongles en rouge-orange. Un peu plus, il se ferait soldat du sultan. Eh bien non, c'est par trop. Ce Loti est un monsieur qui se déguise en turc, comme les marchands de pastilles du sérail rue de Rivoli. Et néanmoins, bien que toutes ces inventions soient irritantes au suprême degré, il faut bien avouer qu'il y a du talent dans ce volume anonyme. Des descriptions colorées, des scènes vivantes, des silhouettes bien découpées, et enfin de l'esprit et du style. 3 petits points, fermez les guillemets. Dimanche 23 février. Nous recommençons l'expédition des bois de Martin Vaste avec Guillier, Madame Jeanne L, Monsieur L. Pluie et neige. Retour à Cherbourg à 6 heures du soir, trempé. 24 février, Cherbourg. Lettre. Mon cher Jousselin. Note en bas de page. En réponse à une lettre écrite par Jousselin. Mon cher Jousselin, nous nous comprenons tellement bien, vous et moi, que ce n'est même plus la peine de demander, comme vous le faites, est-ce bien cela? Ai-je bien saisi? Vous avez compris Rarahu comme moi-même. Vous avez compris ce qui est exprimé et lu entre les lignes ce qui n'est pas écrit. Ce sont en effet des notes anciennes que j'ai rassemblées et c'est un vrai livre de jeunesse. J'avais trouvé inutile de vous dire cela, sachant que vous le trouveriez tout seul. Cependant, ce ne sont plus des mémoires, comme Asie a dit. La vérité n'est respectée que dans les détails. Le fond de l'histoire n'est pas vrai. J'ai combiné plusieurs personnages réels pour en faire un seul. Rarahu, qui me semble une étude assez fidèle de la jeune femme maori. Tout ce qui concerne Taïmaa est rigoureusement vrai. Que vous dirais-je encore? Que le travail entrepris par vous fera une œuvre présentable de ce livre, qui serait resté incomplet dans la forme comme tout ce que je fais si vous n'y aviez pas mis la main. Quel sera ce troisième livre que vous projetez et qui doit compléter en trilogie l'histoire de Loti? Je ne vois guère ce troisième livre, et je crains qu'il ne soit sombre.
Dimanche 2 mars. Soir, expédition du Roule avec Pierre et Guillet. La Manche est presque belle vue de là-haut au coucher du soleil par un temps calme et triste de mars. Autour de nous des bruyères et des chèvres. Dimanche 2 mars. Soir, expédition du Roule avec Pierre et Guillet. La Manche est presque belle vue de là-haut au coucher du soleil par un temps calme et triste de mars. Autour de nous des bruyères et des chèvres. Dimanche 9 mars, plus une semaine. En rade. Départ de Madame Jeanne L. Mardi 11 mars, plus 2 jours. 10 heures du soir. La Moselle quitte Cherbourg. Quart de 8 heures à minuit, beau temps. 12 mars, lendemain. La journée en mer. En vue de la pointe de Bretagne, nous passons 2 nuits dans le raz de Saint. 13, lendemain. Quart de minuit à 4 heures du matin. 10h10 du matin, mouillé devant Saint-Nazaire. 14, lendemain. 15, lendemain. Dans les jardins de Pornic, récolte de camélias. Expédié à Sarah Bernard une caisse contenant une centaine de ces fleurs. Note sur les relations de Julien Viau avec la comédienne, voir le tome précédent, années 1876 et 1878. Samedi 15 mars, même jour. À 5 heures du soir, nous partons de Saint-Nazaire. Pierre, Santi et moi pour Angers, où Guillet nous a conviés. Arrivé à Angers à 10 heures. Dimanche 16 mars, lendemain. Temps magnifique, beau soleil, ville pittoresque, accueil empressé et cordial, gens charmants. Monsieur Guillet père, artiste dans toute l'acception du mot. Guillemets. Exposant hors concours au salon, ayant eu un tableau acheté pour le musée du Luxembourg, fermez les guillemets, comme dit son fils dans son admiration filiale. Madame Guillet descend des ducs de Bretagne, type de vieille comtesse aimable et poudrée. Maison luxueuse et dîner fin, on est ravis de nous recevoir, de promener nos uniformes, de nous fêter. Mais le succès de la journée est à Pierre et à son col bleu, son bon air, sa figure grave et bronzée, son maintien irréprochable, exercent leur charme sur ces gens de l'intérieur en même temps que ce côté romanesque que présente à leurs yeux notre amitié fraternelle. Il est bien remarquable, ce garçon-là, me dit-on en partant. Il ne serait déplacé nulle part, votre ami, dit monsieur Guillet. Il est bien charmant. Le soir, nous occupons 2 loges au théâtre. Au premier rang, madame Guillet, entre Santis et Pierre. La Favorite, passablement jouée. Note. La Favorite, opéra de Donizetti, 1840, sur un livret français d'Alphonse Royer et Gustave Weuss. Lundi 17, lendemain. 10 heures du soir, retour à Saint-Nazaire. Saint-Nazaire, 19 mars, plus 2 jours. Mon cher ami, note sans doute à Plumequette. Voici un mot par le retour du courrier, puisque vous en désirez un. J'ai été bien ingrat de ne pas vous écrire depuis tant de jours, mais vous savez que à moi on doit beaucoup pardonner. Pour vous parler de Rarahu et vous remercier, il faudrait une longue lettre que je n'ai ni le temps ni le courage de vous écrire. Encore une fois, pardonnez-moi. Je vous dirai seulement que le manuscrit est entre les mains de Kalman Levy, qui doit demain décider de son sort. Et maintenant, mon pauvre ami, que vous dirais-je? Que je suis plus que jamais abreuvé d'amertume, de déception, de désenchantement sur tout ce que j'avais de plus cher au monde. Que les moyens que vous m'avez proposés et desquels je vous suis bien reconnaissant, allez, ne peuvent plus m'être bons parce qu'il est trop tard, que je ne désire rien tant que la paix profonde de la mort. Il me faudrait quelque grand amour au cœur, je ne puis vivre sans cela. Et où le trouverais-je aujourd'hui? C'est bien fini, allez, bien éteint.
Bien impossible. Quant au Loti que vous désirez, le troisième personnage de la trilogie que votre amitié a rêvé, celui-là n'existera jamais. N'y songez pas et cessez de vous occuper d'un pauvre garçon absolument perdu dont vous ne soupçonnez même pas toutes les souffrances, toutes les misères. Et malgré cela, au physique toujours la santé, l'extrême jeunesse. On dirait une dérision. Jeudi 20 mars, lendemain. À 2h30 après-midi, départ de la Moselle pour Rochefort. Quart de 8h à minuit. Temps tiède et calme. Mer phosphorescente, comme dans les plus belles nuits des tropiques. Nous naviguons dans un feu de Bengale, éclairé en dessous par les flammes vertes, stoppé plusieurs fois pour les pilotes. Vendredi 21 mars, lendemain, 4h35 du matin, mouillé en rade de l'île d'Aix. Beau temps calme, tiède, déjà plus de lumière qu'en Bretagne, le ciel est changé. 2h du soir, lever l'ancre pour remonter la rivière, la vieille rivière de Rochefort, le Vergeroux, Soubise, Martrou, Laprée, Notte. Julien Viau nomme les communes bordant la Charente, fleuve et non rivière, en aval de Rochefort. Les prés, P-R-E-E-S, sont des prairies marécageuses. Reprise, Martrou, Laprée, beau temps, les alouettes chantent. 4h. Entrée dans le port de Rochefort, l'amarrage est long et bruyant, il y a mouvement et animation ce soir dans ce pauvre vieux port de mon enfance que l'on veut supprimer. Beau ciel de printemps, tapage de marteau, concert bruyant, joyeux frénétique de toutes les alouettes de l'après. Ce coin du port où nous nous amarrons, l'avant-garde, avec ses vieux bâtiments gris du temps de Louis XIV, a un caractère à part, un charme qui lui vient de mes souvenirs d'enfance, de mes promenades avec mon pauvre père, et de l'histoire de Rochefort, écrite par lui. Note. Le père de Loti est mort le 8 juin 1870. En 1845, il avait fait paraître en collaboration avec le docteur Fleury, conservateur de la bibliothèque municipale, La ville et le port de Rochefort. Il est au moins 6h quand nous sommes amarrés, quand nous sommes parés, mon bon frère Pierre et moi, à descendre à terre. Nous traversons gaiement le port qui est redevenu calme et désert. Le soleil se couche, les grenouilles ont commencé dans les marais leur musique d'été, les alouettes continuent en sourdine leur concert du jour. Quel beau temps et quel calme, et qu'il fait bon vivre. C'est le tout-puissant charme d'une première soirée de printemps. Et ce printemps, hélas, est le 30e de ma vie. Dans les rues de Rochefort, c'est bien calme aussi, et les promeneurs sont rares. Nous descendons la rue Saint-Pierre et nous voilà chez nous. Mes 3 bonnes vieilles attendaient impatiemment au logis avec ma sœur et Ninette, note. Surnom de Nadine Bon, nièce de Loti, fille de Marie, la sœur de Loti et Armand, aussi nommée Ninet. Samedi 22 mars, lendemain. Après dîner, une escapade dans les rues avec Pierre, Ninet et Marie Durand, note. Cousine des Duplay. Les Duplay étaient des grands amis de la famille Viau. Ils étaient propriétaires de la Limoise. Reprise. Une escapade dans les rues avec Pierre, Ninette et Marie Durand. Nous sonnons aux portes. Chaque nuit, Pierre demeure dans ma chambre, heureux de son sort sur un tout petit lit de fer. Rochefort, samedi 22 mars, même jour. J'avais quitté ma maison en septembre, le cœur plein d'amour et de regrets. Maintenant, cette histoire qui me fut délicieuse est finie, bien finie. Un calme étrange a succédé aux énivrements et au désespoir, une sorte d'état neutre, comme un réveil tranquille après une nuit de fièvre. Il me semble que je n'ai plus rien à faire. 10h du soir. Ma mère et tante Claire sont couchées. Seule chez moi, au milieu de tous les souvenirs de ma vie, je songe à l'avenir qui me reste encore. Il m'apparaît pâle et mélancolique cet avenir. J'ai rangé soigneusement tout ce qui venait d'elle. Note.
Le journal de l'été 1878 ne mentionne aucune aventure amoureuse. Reprise. J'ai rangé soigneusement tout ce qui me venait d'elle. Ses lettres, ses cheveux, les fleurs cueillies dans les bois, au soleil d'août, tout cela est allé rejoindre dans un recoin secret d'autres souvenirs adorés autrefois. Souvenirs du Sénégal, de Stamboul. Et à présent, je regrette d'avoir fait cela. Il me semble que j'ai consommé la séparation éternelle, que j'ai rompu le dernier lien qui m'attachait encore à elle, en cachant tous ces souvenirs qui traînaient dans mes vêtements un peu partout sous mes mains. Tout cela survivait et à présent, tout est enseveli parmi les choses mortes. Quel calme et quel beau soir de mars, et ce printemps, hélas, me parle encore d'amour. Dimanche 23 mars, le lendemain. Armand arrive à 1 heure. Promenade au village des Bords, note. Village au sud-est de Rochefort, sur la rive droite de la Charente, à mi-chemin de Saint-Savinien. Nous nous retrouvons assis, ma sœur Armand et moi, plus Ninette et Pierre, qui sont là des nouveaux venus, chez la vieille Hervé, en face de ces antiques lits à colonnes et de ces grandes armoires luisantes. Encore des souvenirs d'enfance. Le soir, nous voulions fêter les 90 ans de la pauvre vieille tante Lalie. C'est une grande entreprise que de la mener en bas. Il y avait eu le matin une répétition manquée de Ninette descendue dans un fauteuil par Pierre et moi. Un peu avant le dîner, Pierre prend simplement la pauvre vieille dans ses bras d'athlète et la descend avec des précautions infinies jusqu'au salon où elle n'était pas venue depuis 2 ans. Là, elle se trouva émue et me demanda de lui rejouer de vieux airs de Mozart. Pour la première fois et la dernière peut-être, elle entendit Ninette au piano jouer son grand morceau de bébé. On fêta aussi mes 29 ans. Après le thé, Pierre reprit à son cou la pauvre vieille Lalie et la reporta dans sa chambre, avec les mêmes précautions filiales. Dans les vases du salon, de beaux camélias de Bretagne, fleurs rares à Rochefort, apportées par la Moselle. 23 mars. À L. Josselin. Mon cher ami, votre lettre m'a profondément ému, j'ai été cruel, dites-vous. Cela encore, il faut me le pardonner, je ne savais pas vous faire tant de peine, je ne savais pas que vous étiez autant attaché à moi. Je dépose entre vos mains le serment que vous demandez. Je le fais solennellement pour 2 ans. D'ici là, nous nous verrons. Nous pourrons causer longtemps ensemble. Je vous apprendrai de terribles choses que vous ignorez. Et après cela, peut-être, vous-même me direz-vous, faites. Lundi 24 mars, lendemain. Déjeuner à bord de la Moselle avec ma sœur, Armand et Ninette. Mercredi 26, plus 2 jours. L'expédition de Niort ayant raté, note, Lottie a conservé ce billet adressé à Monsieur Boulineau, président du tribunal de Niort. Reçu lettre Nelly Lieutier aujourd'hui midi. Reste seulement train 7 heures. Puis-je me permettre me présenter 9 heures où et comment? Profond respect, J.V. Reprise. L'expédition de Niort ayant raté, j'emploie ma dernière soirée de garçon à jouer à cache-cache sur le cours d'Ablois avec Pierre et Ninette. Jeudi 27, lendemain. L'absurde expédition de Niort, présentation matrimoniale. La terreur me prend à l'idée de cette union et de cet avenir. Vendredi 28. Irena Tchok. Note, en turc, Tchok très beaucoup. Samedi 29, le lendemain. Les ennuyeux préparatifs du départ. L'équipage de la Moselle est consigné à bord le soir en prévision du départ le lendemain. Et Pierre ne peut venir dîner avec nous. Ce départ doit avoir lieu dimanche de grand matin.
et il me faut coucher sur la Moselle. À 10 heures, je fais mes adieux à la maison. Par une belle nuit calme, munie du mot d'ordre et un peu triste de partir, je traverse le vieux port endormi. Ces 8 jours ont passé bien vite. Rochefort, mars. Tante Lalie disait, toute ramassée dans son fauteuil, et regardant dans le vide avec ses pauvres yeux éteints, petit, dis-moi donc un peu comment vous sonnez les heures à bord pendant la nuit. 4 coups doubles à 8 heures, bonne tante, répondis-je. Et puis, un seul pour 9 heures, 2 pour 10 heures, 3 pour 11 heures et 4 pour minuit, et ainsi de suite jusqu'au matin. Me semblait bien aussi que c'était cela. Et puis, vous ne dites pas sonner, n'est-ce pas? Vous dites piquer l'heure. Je me rappelle, continua la pauvre vieille, quand j'étais jeune fille, quand nous habitions dans la rue Laforêt, note, actuelle rue Victor Hugo. Le nom faisait référence à la forêt détruite au XVIIIe siècle pour la construction de la ville et des navires. Reprise. Quand nous habitions dans la rue Laforêt, près du jardin public, l'été, quand je laissais mes fenêtres ouvertes la nuit, j'entendais les bâtiments du port qui piquaient l'heure. Et c'était bien ainsi, c'était bien cela. Quand tante Lalie était petite fille et demeurait là-haut, près du jardin public. Il y a de cela 80 ans passés. Les matelots qui piquaient l'heure pendant ces nuits ne sont plus que de la poussière. Les navires d'alors n'existent plus. Mais les nuits d'été qui descendaient jadis sur le vieux Rochefort étaient aussi tièdes, aussi étoilées que les nôtres. Il semble même qu'elles devaient être plus pures et plus mystérieuses. Et c'étaient les mêmes bruits tranquilles de la nature, les mêmes chants de grenouilles dans la prée, les mêmes cris de chouettes dans les arbres du port, les mêmes concerts matinaux des joyeuses alouettes. Dimanche 30 mars. Le lendemain. 7 heures du matin, départ de la Moselle, descendu la Charente par mauvais temps, pluie et vent de sud-ouest. 9 heures, mouillé en rade de l'île d'Aix. 5h30 du soir, appareillé pour Saint-Nazaire. Lundi 31 mars, lendemain. Quart, de minuit à 4 heures, avec Pierre. Très mauvais temps, pluie, grand roulis. Voilure du grand largue. Vers 3h30 du matin, les secousses sont très dures, on ne voit plus les lieux. Vers 8 heures, passer la barre de la Loire. 9h30, entrer dans le port. Démoli le bossoir, la cuisine, la bouteille de l'équipage. Craquer le petit mât d'une en abordant la jetée. Jour de paye. Des hommes ivres tombent la nuit dans la cale et se fendent la tête. 31 mars. À L. Jousselin. Une question bien grave, mon cher ami, je crois que je vais me marier. La semaine dernière, j'ai été présenté, gendre agréé par la famille, à une jeune fille que je n'avais jamais vue. Nous nous sommes examinés 2 heures durant dans une soirée où l'on jouait au petit jeu et c'est tout. Ce serait un mariage de convenance qui sourirait aux deux familles, parents protestants fort bien posés, 50 à 60 000 francs de dot et des espérances, talent d'agrément, jeune fille de 24 ans, ni belle ni laide, ni spirituelle ni sotte, rien de saillant, rien qui m'ait repoussé, rien qui m'ait plu. Le mariage ferait de moi un être plus semblable aux autres. De petits enfants me rattacheraient à la vie et me sauveraient peut-être. Mais pourtant, renoncer à mon indépendance qui est ce à quoi je tiens le plus au monde, renoncer aux rêves et aux passions qui m'ont fait vivre et pourraient me soutenir encore. La peur me prend à l'idée de lier toute ma vie à cette insignifiante inconnue. Conseillez-moi vite et acceptez de m'assister comme garçon d'honneur quand le phénomène se produira. Vous et moi, nous nous sommes à peine vus pendant 8 jours, il y a 4 ans, et cependant, vous avez pris dans mon existence une place à part, place essentielle que vous ne pourriez quitter sans me laisser un très grand vide. Mois d'avril à Saint-Nazaire. Première journée passée sous l'impression exclusive de terreur causée par ce mariage. Jeudi 3. À 1 heure après-midi,
Départ pour Lorient. 8 heures du soir, arrivée Lorient, beau temps. Vendredi 4, lendemain, Lorient. Belle journée. Visite à mon ami Léonie Julien. Dîner le soir avec Pierre et Marianne. Note, la femme de Pierre. Le petit filleul est Julien, leur fils. Mon petit filleul manque à la fête, étant allé se faire sevrer chez ses grands-parents à Rosporden. Samedi 5, lendemain. Départ à 5 heures du matin pour Saint-Nazaire. 12h30, mouillé à Saint-Nazaire. 3h40, entrée dans le bassin. Dimanche 6, lendemain. Pluie tout le jour. Circuler dans Saint-Nazaire avec Pierre et le halpère, à la recherche d'un logement pour Marianne qui doit arriver demain. Mardi 8, soir, arrivée de Marianne. Vendredi 18, plus 10 jours, samedi 19. Dévaliser les jardins de Ville, Martin et de Porcet pour remplir des caisses de camélias destinées à Sarah Bernard. Dimanche 27, plus 9 jours, beau temps printanier. Longue promenade avec Pierre et Marianne sur les plages de Porcet. Plage de sable fin, bordée de hauts rochers de granit que tapissent du lierre et des fleurs roses. Marianne fouille tous les buissons pour y chercher des luses. Note. Les luses sont de petits fruits d'un noir bleu qu'on trouve dans les plus épais fourrés, une des plantes dont le feuillage rappelle le gui de chêne. Pour y chercher des luses, comme dans ces bois de Rosporden. Mais ces petits fruits de Basse-Bretagne sont inconnus à Saint-Nazaire. Le soir, préparatifs de départ. Lundi 28 avril. À 6 heures du matin, départ de Marianne pour Lorient. Le soir, après coucher du soleil, une longue promenade avec Pierre par les sentiers remplis d'épines noires et d'ajoncs fleuris. Le vent chasse de gros nuages noirs et un peu de pluie. Nous passons par le dolmen et le village de Méan. Rade de Brest, 1er mai. Temps affreux, pluie, grand vent d'ouest. Je me souviens des 1er mai de mon enfance quand je sortais dès le matin avec mon père pour prendre, selon la coutume classique de Rochefort, la rosée de mai. Ce sont des souvenirs de printemps, de soleil et de ciel pur. Sur la route des fontaines, où cette rosée se prenait d'ordinaire, je faisais des moissons d'iris, d'asphodèles et de folles avoines. Ici, nous vivons dans l'eau comme des goélands. J'ai eu hier soir un rendez-vous avec la jeune femme qui s'était donnée à moi pour une nuit en décembre dernier. J'étais descendue à terre à grand-peine avec une chaloupe, mais j'avais pu me trouver à l'heure dite dans la petite ville voisine de Brest où elle m'attendait. Elle-même ne s'était rendue libre qu'à force de ruse. Très tard, nous nous sommes mis à table. La salle de l'auberge était silencieuse. Dehors, la pluie fouettait les vitres. On nous avait allumé un grand feu. Il y a pourtant quelque chose comme de l'amour, cette fois, entre nous deux. Et ça a été, je crois, la première, du moins depuis que nous sommes l'un à l'autre. Car jadis, il y a 4 ans, je l'avais un peu aimé. Samedi 3 mai. À 1 heure, départ pour Brest, beau temps, quart de 8 heures à minuit avec Pierre. Dimanche 4 mai, mouillé en rade de Brest, à 7 heures du matin, très beau temps. Lundi 5. À 9 heures du matin, la Moselle rentre dans le port. Mardi soir, recouvrance, note. Le quartier de Brest, situé à l'ouest, sur la rive droite de Penfeld. Pont-à-New au fond de recouvrance. Reprise, mardi soir, recouvrance, Pont-à-New. Jeudi 8 mai. À 6 heures du soir, Pierre et moi, causant tristement dans notre logis de la rue du Port, un peu d'air printanier
Entrant par les fenêtres ouvertes, Pierre avait retrouvé ses anciens amis de Brest, toute une bande d'amis des anciens jours. Ces gens étaient venus le chercher la veille. Il les avait suivis, comptant revenir, mais le soir, il l'avait fait boire et traîner jusqu'au matin par les rues. Et le pauvre Pierre baissait la tête, comme un enfant coupable honteux de lui-même. Quand Pierre m'eut fait tenir serment solennel de ne plus quitter le bord avec d'autres qu'avec moi, il refusa de se promener et se mit au lit à 7 heures pour se punir. J'étais puni du même coup et restai pour lui tenir compagnie, heureux pourtant de son repentir si naïf et si complet. Quelques jours à Brest, d'un temps douteux, des parties de croquet dans le jardin du vieil amiral avec les 2 jeunes femmes en deuil. Je me trouve bien sous ces arbres dans cette grande maison luxueuse, où l'accueil est simple et cordial. On chante le soir au piano. Les voix des 2 jeunes femmes se marient bien ensemble. 12 mai, Saint-Paul de Léon. Note. L'excursion à Saint-Paul de Léon, le 12 mai, sera datée mai 1875 dans Mon frère Yves. Reprise 12 mai, Saint-Paul de Léon. Il y avait des années que Pierre rêvait de revoir Saint-Paul de Léon, le pays de sa naissance. Il y avait 1 an, depuis notre expédition de Carantec, que nous rêvions d'aller ensemble visiter le clocher à jour, doyen des clochers de Bretagne. Souvent, en passant au large sur la mer Grise, nous avions vu le clocher légendaire se dressant à notre horizon au-dessus de cette bande triste et monotone qui représentait là-bas la terre du pays de Léon. Et les nuits de quart, nous chantions la vieille chanson bretonne. Je suis natif du Finistère, à Saint-Paul j'ai reçu le jour. Mon clocher est le plus beau de la terre, mon pays le plus beau d'alentour. Rendez-moi ma bruyère et mon clocher à jour. À 5 heures du matin, Pierre et moi, nous descendons à terre, temps gris dans les rues de Brest, et petite pluie fine. Dans notre logis de la rue du Port, nous changeons nos uniformes contre nos bérets noirs, nos tenues de touristes, et nous montons en chemin de fer. 2 heures de route environ jusqu'à la station de Morlaix, où nous descendons pour prendre place dans la diligence rustique qui dessert la vieille capitale des princes de Léon. Nous voilà dans le coupé, en compagnie d'un vieux curé breton, le vent est glacial. Et la pluie nous fouette le visage. Nous sommes en mai, et il fait un temps de décembre. Clopin-clopant s'en va la diligence, roulant tant bien que mal sur la route tortueuse, montant des pentes raides, descendant dans les bas-fonds humides au milieu des bois et des rochers. Les hauteurs sont couvertes de noirs sapins. Les chênes, au feuillage naissant, sont tout ruisselants de pluie. Les marguerites et les primes verts fleurissent à profusion. 1 heure et demie se passe à trotter ainsi. Et puis la pluie cesse comme le vent, et du même coup la nature change brusquement d'aspect. Au détour d'un rocher, nous découvrons à perte de vue un grand pays plat, nu comme une lande aride, le vieux pays de Léon, au milieu duquel, tout là-bas, le clocher de Saint-Paul dresse sa flèche de granit. C'est joli pourtant, ce pays triste, et la figure de Pierre s'épanouit en le voyant. Les ajoncs sont en fleurs et toute la plaine est d'une riche et éblouissante couleur d'or. Un voile de vapeur gris perle, d'une nuance douce et septentrionale couvre le ciel tout d'une pièce. Et dans la monotonie de ce grand horizon, rien que ce point saillant, la silhouette lointaine de Saint-Paul et ses 3 clochers noirs. Des petites filles bretonnes chassent devant elles des troupeaux de moutons. De jeunes gars les effarouchent en caracolant sur des chevaux campagnards. La route s'anime joyeusement et nous arrivons. Quand nous eûmes déjeuné tous 2 avec grand appétit, nous trouvâmes que la matinée d'hiver avait fait place à une belle journée de mai. Dans les petites rues solitaires, des grappes de lilas, des digitales roses égayaient les murs gris. Cela sentait le soleil et le printemps. Sur la grande place de Saint-Paul,
La foule du dimanche était assemblée en beau costume breton. On eût dit un tableau du Moyen Âge, un pardon d'autrefois. La cathédrale des anciens évêques de Léon, imposante, avec ses hauts clochers sombres, ses vieilles dentelles de granit, des maisons antiques à pignons et à tonnelles, et une rue pittoresque, conduisant au clocher de Saint-Paul, le vrai celui-là, le légendaire clocher à jour de la chanson bretonne. Pierre, qui a quitté ce pays depuis 23 ans, promène avec émotion ses yeux autour de lui, cherchant à retrouver les souvenirs confus de sa petite enfance. Dans la cathédrale, à côté des sépultures des évêques de Léon, ce qui frappe le plus Pierre, ce sont les vieux fonts baptismaux sur lesquels il a été baptisé. Nous demeurions tout près de l'église, dit-il, et ma pauvre mère m'a souvent dit que lors de mon baptême, de son lit, elle avait entendu chanter les prêtres. Malheureusement, Pierre a négligé de prendre à Paimpol les renseignements qu'il nous aurait fallu avoir pour retrouver la maison de ses parents. Sa marraine, sur laquelle il avait compté, a, paraît-il, quitté le pays de Léon, et nous voilà forcés d'aller aux informations. Mais en face de l'église, voilà qu'une vieille hôtesse en coiffe, chez laquelle nous sommes attablés, s'attendrit en entendant le nom de Pierre. Ah oui, dit-elle, je les ai connus, vos parents, et vous-même, comme vous ressemblez à votre père. Et elle se met en devoir de lui rappeler une foule de circonstances oubliées, sur lesquelles plus de 20 années ont passé. Le père de Pierre a laissé dans le pays le souvenir d'une sorte de géant légendaire d'une rare beauté, dont Pierre lui-même ne serait plus au physique qu'un enfant fort dégénéré. Il menait une vie irrégulière et se ruinait au cabaret. Cependant, il était doux et bon pour sa femme et ses enfants, et dans le pays on l'aimait. Certains jours, disait la vieille Bretonne, pendant une émeute en 48, il tint tête à lui tout seul à la population du marché, et sauva la vie au maire de Saint-Paul que les gars voulaient assommer. Il avait un grand cheval si méchant que personne n'osait l'approcher. Les courses qu'il faisait sur cette bête ont dû hâter le moment de sa mort. Je me souviens que mon défunt mari, qui était alors brigadier de la gendarmerie, avait un jour donné l'ordre à un gendarme de prendre le cheval de votre père pour faire une course. Le gendarme eut peur, refusa d'obéir et fut puni pour ce fait. Ah, dit Pierre, je me souviens de ce cheval. Je me rappelle que mon père me prenait dans ses mains et m'asseyait dessus quand il était amarré à l'écurie. Je me rappelle surtout qu'il avait les pieds blancs. Oui, dit la vieille Bretonne, c'est cela, les pieds blancs et le corps alezan. C'était une bête terrible. L'hôtesse a 4 filles, de 15 à 20 ans, qui font cercle autour de nous et écoutent curieusement. Toutes les 4 sont remarquablement jolies, de vrais types de la beauté bretonne du Nord, avec je ne sais quoi de grave et d'honnête. Les buveurs s'attablent gaiement, et il se fait grand bruit dans l'auberge. Sur les indications de notre hôtesse, nous allons frapper à la porte de l'ancien hôtel délabré de l'évêché. Nous demandons le logement, aujourd'hui occupé par le gendarme Lemoine, celui que jadis occupaient les parents de Pierre. Pierre jette un regard recueilli sur la chambre où il est né et en fixe les détails dans sa mémoire pour les rapporter à sa vieille mère. Mais l'aspect a dû changer, et Pierre ne s'y retrouve plus. Dans le vieil escalier pourtant la mémoire lui revient tout à coup. Ah, dit-il ému, à présent je reconnais cela, et je suis sûr qu'en ouvrant cette porte, je saurai encore aller à l'écurie. Il ouvre la porte, traverse la cour, et trouve tout droit l'écurie où son père l'asseyait autrefois, tout petit bébé, sur son grand cheval. En face de cette demeure est le parc de l'évêché, aujourd'hui le jardin de Saint-Paul, où Pierre passait ses journées d'enfant à jouer sur l'herbe, sous l'œil de sa mère ou de sa grande sœur. Un délicieux jardin un peu abandonné qui fait rêver du Moyen Âge, comme tout ce qui est Saint-Paul. Nous avons le temps de pousser jusqu'à Roscoff, à 1 heure de marche au nord, et nous voilà en route, toujours dans les bruyères et les ajoncs en fleurs. Roscoff,
est un village célèbre en Bretagne par son climat exceptionnel que les savants n'ont su expliquer. Aujourd'hui, il y fait terriblement chaud. La mer y est bleue comme en Orient. On se croirait à 1000 lieues de la Manche continue, brumeuse. Et le village et ses rochers sont bien pittoresques. Dans les jardins croissent les camélias, les palmiers, les orangers et un gigantesque figuier de 80 mètres de tour qui rappelle les grands banians des tropiques. Encore 2 ou 3 heures à passer à Saint-Paul, à notre retour de Roscoff. Nous montons tout en haut du clocher à jour, ascension fort longue qui dérange beaucoup les vieilles corneilles nichées dans les pierres. Et nous voilà isolés tous deux là-haut dans l'air vif et le ciel bleu, portés par une merveilleuse dentelle de granit, dont la légèreté donne le vertige. Sous nos pieds, les corneilles tournoient par centaines, en poussant leurs croassements tristes. À perte de vue s'étend le pays breton jusqu'aux montagnes noires, et puis la mer bleue jusqu'à Bréa et aux 7 îles. Les dentelures de granit sont rongées et polies par les pluies, les vents de 400 hivers. Elles ont pris cette teinte gris sombre à reflets roses qu'on rendrait en peinture avec du brun rouge et de la laque de Garance. Les vieilles gargouilles sont là près de nous, qui grimacent au soleil. Le lichen jaune leur fait par place des barbiches étranges. Cette mousse du granit qui met des siècles à pousser et jette des tons dorés sur les vieux clochers de Bretagne. Quand nous revenons, c'est au tour de notre hôtesse de nous accabler de questions sur nous-mêmes. Tout Saint-Paul saura demain que Pierre, fils de Pierre le Corps, est revenu au pays avec un autre marin de ses amis, que tous deux ont fort bonne mine et qu'ils ont visité le pays comme des touristes et des messieurs. Moi, madame, disait Pierre, je suis marin et depuis 12 ans, je navigue à l'état, note, dans la marine nationale et non au commerce. Suite. Et vous, monsieur? Dit timidement une des jeunes filles en s'adressant à moi. Êtes-vous aussi de la Bretagne? Je suis le frère d'adoption de Pierre, répondis-je, marin comme lui. Par suite, je n'ai guère de patrie, et je mène la vie errante. La jeune fille n'ose pas pousser plus loin ses questions. Elle regarde avec curiosité mon costume, les revers de mes manches, comme les parements de mon col et de mon béret noir sont garnis d'une étoffe de soie qui représente à ses yeux de petite paysanne un ornement très aristocratique. Mes mains non plus ne sont pas comme celles de mon frère Pierre, et toute ma personne lui paraît invraisemblable. Elles sont fraîches, jolies, simples et honnêtes, ces 4 jeunes filles bretonnes. Et volontiers nous restons là 1 heure à causer, en buvant de la bière et du cidre, en face d'un tableau charmant. Une kermesse du XVe siècle. Des buveurs bretons attablés en costume classique, la grande place de Saint-Paul et l'antique cathédrale grise. Pierre désire retourner dans le jardin de l'évêché, qui exerce sur lui un charme indéfinissable, fait de vagues souvenirs d'enfance. Le fait est qu'on est bien dans ce parc d'autrefois. L'air est tiède et chargé de senteurs printanières sous ces vieux arbres. Les feuilles nouvelles des chênes et des ormeaux tamisent gaiement le soleil et en reçoivent par transparence des vers admirables. Des jeunes filles en coiffe du dimanche circulent et courent dans les allées. Par terre, ce sont des tapis de marguerite et de pentecôte, note, peut-être livret des prés, dite aussi pentecôte. Orchis à fleurs lâches, reprise. Tapis de marguerite et de pentecôte, des fouillis de toutes les herbes folles de mai. À 6 heures, nous prenons congé de notre hôtesse et de ses filles, en promettant de revenir. Nous montons en voiture, le clocher à jour s'éloigne et bientôt disparaît. Encore 2 heures de diligence, 1 heure à passer à Morlaix, et nous prenons le train qui, à minuit, nous ramène à Brest.
Je rapporte de ce voyage des impressions douces et charmantes. Pierre, lui, en est dans un tel ravissement qu'il rêve de le recommencer. Il ne sait pas encore que ces choses-là ne se recommencent pas. On ne retrouve pas 2 fois dans le même lieu de ces journées où tout sourit, tout réussit et tout charme. Nous avons tous deux vu Saint Paul comme nous l'avions rêvé. Nous l'avons vu sous un jour idéal, par une radieuse journée de mai, où se dégageait toute sa poésie bretonne de pays perdus et légendaires. Mieux vaut n'y jamais revenir. Mercredi 14 mai. Encore un rendez-vous dans la même petite ville des environs. Nous nous y retrouvons le soir à la nuit tombée. À l'hôtel où nous allons dîner, on nous appelle Monsieur et Madame. Nous nous promenons au hasard dans cette petite ville que nous n'avons jamais vue le jour. Les rares passants nous regardent, nous tournons autour de la vieille église qui paraît grande et magnifique au clair de lune. Nous entrons dans plusieurs boutiques encore ouvertes pour acheter diverses petites choses inutiles. On nous appelle toujours Monsieur et Madame, ce qui nous amuse. Avant le jour, le lendemain, ce sont les adieux. Mais nous faisons le vague projet de nous retrouver encore à Cherbourg, s'il lui est possible de s'échapper pour venir m'y rejoindre. Jeudi 15 mai. À 10 heures du matin, la Moselle démarre du port de Brest. À 3 heures et demie, nous faisons route pour Cherbourg. Vent debout, mer houleuse qui grossit au coucher du soleil. Quart de minuit à 4 heures. Gros temps, nuit très dure, grand roulis dangereux. Grande sarabande des chaises, tables, assiettes, etc. Vendredi 16. Le temps se calme au jour à 3 heures du soir, arrivé en rade. L'absurde, l'insipide Cherbourg. Pluie et brume. Cette fois, nous demeurons numéro 9 rue de l'Union. Garni quelconque. Cherbourg, dimanche 18 mai. J'étais seul à la tombée de la nuit au carré de la Moselle, assis, songeant tristement, tandis qu'au dehors la pluie fine et froide rayait le ciel gris. Dans la solitude comme dans le silence des nuits, où je m'éveille, des souvenirs poignants du passé se présentent à mon esprit. Des souvenirs empruntés à tous les coins du monde, à toutes les phases de ma vie revivent tout à coup avec une netteté étrange, comme ces feux qui, dans la monotonie des nuits de quart, brillent subitement sur la mer sombre et concentrent un instant sur eux-mêmes les yeux et la pensée qui sommeillaient. Ce soir, je revoyais les sentiers de sable de Dakar, à peine tracés dans le pays désert. Les sentiers familiers d'alors qu'on suivait le soir, énervés de chaleur et de lourdes exhalaisons africaines. Certains sentiers surtout qui contournaient la dune triste et s'en allaient se perdre au loin, dans l'âpre campagne du Cap-Vert. VERD. Le jour, sous le soleil torride, les lézards bleus à tête orange y chassaient des insectes singuliers, sous des herbes inconnues. Le soir, les vautours et les aigles y abattaient leur vol lourd, à l'heure où les datouras ouvraient dans le sable leurs fleurs odorantes. Sur le grand horizon morne, les vapeurs crépusculaires s'épaississaient, sorte de lointain vague et mystérieux, sur lequel se découpaient d'antédiluviennes silhouettes de baobabs. Et le soleil se couchait derrière, un large soleil jaune ou rouge, sans éclat, sans rayon, tout déformé par d'étranges mirages, et dont l'aspect éveillait des idées de bouleversements cosmiques, de mondes éteints et de chaos. Et de la sombre terre d'Afrique, ma pensée s'en est allée à Genève, à la nuit d'octobre 1874. Note, allusion à la Genevoise aimée au Sénégal, dont Julien Viau eut un fils. Cherbourg, 19 mai. Une inspection de l'amiral qui n'en finit plus. Il me faudrait pourtant prendre le train de 6 heures. Cherbourg, 19 mai. Écriture décalée à droite. Extrait de JL1, page 71. Une inspection de l'amiral qui n'en finit plus. Il me faudrait pourtant prendre le train de 6 heures, car la jeune femme de Brest m'attend.
Elle a pu se rendre libre et elle est venue se cacher aux environs de Cherbourg pour me revoir une dernière fois. Mais 6 heures sonnent, je suis toujours retenue à bord, le rendez-vous est manqué. Mardi 20 mai. Le rendez-vous a pu être remis à aujourd'hui par dépêche. Ce sera chez moi cette fois, à Cherbourg, dans mon logis de hasard. L'entrée en est si noire qu'elle ne se compromettra pas. Qui pourrait la voir? Écriture décalée, extrait de JL1, page 72. 1 heure en retard, elle arrive quand je ne l'espérais plus. Et lorsque la porte est fermée sur nous et qu'elle est là assise devant le feu, sa présence illumine et réchauffe tout dans cette chambre triste. Elle est bien belle. C'est l'ardente jeunesse qui est venue une fois de plus s'asseoir à mon foyer. À Brest, cet hiver, je la subissais parce que l'image de l'autre, celle du midi, était encore vivante en moi. À présent, je l'aime vraiment. Jeudi 22 mai. Un temps magnifique, vrai temps de mai. Une grande assemblée normande au village de X, illisible, dans le journal. Une foule endimanchée, des coiffis, note pour coiffe, des bonnets, des blouses bleues, piétinant gaiement sur l'herbe vert cru de la Normandie, à l'ombre des pommiers et des ormeaux, beaucoup de saltimbanques, beaucoup de rôtisseurs en plein champ, des moutons tout entiers cuisant au soleil. Toute la Moselle assiste à cette fête. Pierre et moi, nous y restons jusqu'à 1 heure du matin, nous amusant assez à manger des pommes de terre frites en plein vent et à boire du cidre, avec intermède de guignols et de chevaux de bois. Au milieu de la nuit, nous rejoignons Cherbourg par des sentiers pleins d'herbes folles et sous des voûtes touffues d'aubépines. Samedi 24 mai, plus de jours. À 8 heures du soir, Pierre, le docteur Grandjean et moi, nous montions au vieux prieuré de Querqueville, une antique église normande et une vieille tour, perchée sur une colline solitaire. De là, on dominait de très haut la mer, la Manche, unie comme un miroir sous les dernières lueurs du soleil couchant. De grandes traînées de jaune se dessinaient dans le ciel et se reflétaient sur la mer immobile. Un grand calme, un paisible silence régnait dans la nature. C'était une de ces belles soirées de mai, d'autant plus délicieuses qu'elles sont là plus rares. Un de ces longs crépuscules du nord appelant les rêveries vagues et doucement tristes. Autour de l'église, un vaste enclos s'étendait, où quelques tombes étaient groupées, tombes si vieilles qu'elles ne conservaient plus de la mort que son charme recueilli. Elles émergeaient des hauts foins pleins de fleurs. Du reste, point d'arbres tristes, point de cyprès ni d'ombres effrayantes, rien que de hautes herbes fleuries, des avoines, des marguerites, des chagrins roses. La vue s'étendait au loin sur la mer calme, on respirait un bon air pur, on était tout imprégné de la bonne odeur de mai, et les hannetons volaient par centaines. Et les chouettes rôdaient sans bruit dans le ciel pâle, autour du clocher noir. La nuit tombait. 2 jeunes filles montèrent du village. Elles ouvrirent la porte de l'église et nous les suivîmes. Il y faisait nuit noire. Elles se pendirent à une longue corde et après plusieurs bonds et flexions de leur corps, réussirent à mettre en branle la cloche antique. L'air sonore s'emplit de puissantes vibrations d'airain, c'était l'angélus du soir. Nous revînmes chez nous à 10 heures, par des sentiers tout embaumés d'aubépines. Mardi 26 mai, plus de jours. 2 heures du matin. Départ de la Moselle pour le Havre. 1 heure après-midi mouillé au Havre. 3 heures, je prends le train de Paris, laissant mon pauvre Pierre couché dans son hamac, avec un éclat de fer qu'il a reçu dans l'œil droit et qui le fait beaucoup souffrir. 11h30 arrivé à Paris. Je trouve à la gare Lampérière, note.
L'amitié avec Victor Lampérière remonte à 1868. Sur le Borda, Victor Lampérière a depuis quitté la marine. Il est, avec Jousselin, l'un de ceux qui sont intervenus auprès des éditeurs pour faire publier Asiadé. Je trouve à la gare Lampérière et Jousselin fort inattendu. Mon ami de 8 jours, note. Allusion difficile à élucider puisque Jousselin, Plumequette, est aussi un ami de Lottie depuis une dizaine d'années. J, note J1 page 79, est probablement un extrait d'un journal précédent. J1 page 79 précise l'ami auquel j'ai tant écrit et que je n'ai presque jamais vu encore. Jousselin, fort inattendu, mon ami de 8 jours que je reconnais à peine. Tous deux me font fête, arrivés très gais. Nous circulons jusqu'à 1 heure du matin. Puis, extrait de J.L. 1, page 79. Nous circulons en voiture devant le théâtre français. Plumequette suit mes regards et comprend. Non, Lottie, dit-il. Elle ne joue pas ce soir, mais elle jouera demain. Elle, c'est Sarah Bernard. Le fait est qu'elle a de plus en plus sa place dans mon imagination. Mercredi 27, lendemain. Pluie. Chez Calman-Lévy le matin. Vendu le manuscrit de Rarahu. Déjeuner avec Lampérière et Jousselin. Incident déplorable rue de la Lune. Bain prolongé. À 8 heures, rasé, coiffé, parfumé, transformé en gabier-pierre, je prends place dans un fauteuil du théâtre français. Le rideau se lève sur le second acte. Sarah Bernard, en robe blanche couverte de perles fines, est assise au milieu de ces femmes de la cour d'Espagne, ravissante et dans son costume de reine. Du premier coup d'œil, elle aperçoit mon col bleu et m'adresse un regard étonné, avec un imperceptible sourire d'une nuance singulière. Elle est admirable tout le temps de Ruy Blas. À chaque acte, c'est une ovation nouvelle. Jeudi 28, lendemain. Journée agitée. À 4 heures, je me présente en marin chez Sarah Bernard. Elle est dans son grand salon, de plus en plus rempli d'objets étranges et précieux, apportés de tous les coins de l'Orient, partout des gerbes de roses et de fleurs rares. Elle est en robe noire, le corsage garni de roses naturelles. Il y a là toute une cour d'artistes et de gens de lettres, au milieu desquels mon costume de marin fait singulière figure. Sarah Bernard vient à moi et me tend la main avec une grâce parfaite. Elle me complimente sur mon livre qu'elle a, dit-elle, fait circuler dans son entourage et qu'on a partout trouvé œuvre de poète. Note. Il ne s'agit pas d'Asiadé, mais de Rarahu, dont il lui a adressé le manuscrit, et qui paraîtra sous le titre Le mariage de Lottie, avec une longue dédicace à Sarah Bernard, qui l'avait d'abord imaginé de placer en tête de son premier roman, Reprise, et qu'on a partout trouvé œuvre de poète. Et puis, sur l'aquarelle envoyée l'an dernier, note, peut-être le portrait de Pierre Lecor nu au milieu des menhirs de Carnac, voir Journal, volume 1, page 416. Et puis sur l'aquarelle envoyée l'an dernier qui est là dans son salon, au milieu d'œuvres de maître. Son accueil m'a mis dès l'entrée sur pied d'égalité avec ceux qui m'entourent et on m'examine beaucoup. Je demande pour le lendemain un entretien particulier qui m'est accordé. Elle compte sur ses doigts plusieurs heures, repassant rapidement dans sa tête l'emploi de sa journée si remplie, et fixe 1 heure et demie après-midi pour ce tête-à-tête. Je pars en embrassant sa main, un peu plus longuement peut-être et avec plus d'émotion qu'il n'aurait fallu en public. La pensée de ce rendez-vous m'a légèrement troublée. Une demi-heure après, dans le même costume, je me présente chez Madame
Roberti. Note. Marie Roberti, née Molin du Tessieux, veuve, elle rêve d'épouver le jeune écrivain. Je me présente chez madame Roberti avec qui la conversation prend un tour inattendu. J'hésite à comprendre et à croire. C'est presque passionné, si réservé pourtant et encore si honnête. Soirée chez Nelly. Note. Nelly Letier, tante de Julien. On me présente à une jeune femme élevée à Constantinople qui me chante au piano une chanson de Stamboul qu'aimait Akidjé. Note. Dans une lettre à sa tante, Lottie écrira, guillemets, te souviens-tu de madame Piazzi, de certaines romances turques qu'elle nous avait chantées un soir? Tu m'avais promis de la lui demander pour moi. Fin de guillemets. Il s'agit d'Adrienne Delcombre, épouse Piazzi, officier de marine, peut-être autrichien, qui, sous le pseudonyme de Leila Hanoum, le même que Marc Ellis choisira en 1904, écrit alors des romans orientalistes. Elle a publié chez Plomb, en 1879, un drame à Constantinople, reprise, au piano une chanson de Stamboul qu'aimait Akidjé. Impression étrangement triste et encore bien inattendue celle-là. Et pourtant, c'est le tête-à-tête de demain chez Sarah Bernard qui pour l'instant me trouble le plus l'esprit. Impression encore inattendue, mais étrangement triste celle-là. Écriture décalée à droite. Et je retrouve tout à coup, dans ce salon parisien, je ne sais quoi de printanier et d'intensément oriental, un enivrement qui ne peut s'exprimer. Les soirées de mai dans le golfe de Salonique, d'indéfinissable harmonie apportée par le vent, le chant des juifs les soirs de sabbat, le tambour et les cris fanatiques des volontaires musulmans partant en guerre sainte contre la Russie, l'attente anxieuse de la barque de Daniel, l'attente délirante de la nuit, et une jeune circassienne voilée, couchée dans une barque sur la mer tiède et calme, un roman insensé, un poème d'amour chanté en plein printemps et en plein danger, en plein Orient, et en plein réveil de l'islam. Bientôt peut-être, aucun chant n'éveillera plus ces souvenirs, tout s'effacera dans l'oubli et dans la nuit des temps. Journal 1, page 82. Vendredi 29 mai, le lendemain. À 1h30 bien précise, je sonne à l'hôtel de l'avenue de Villiers. Une femme de chambre introduit le pauvre matelot Pierre dans le grand salon bizarre et lui dit que madame va venir. Madame vint, l'air rêveur et encore vêtue de noir. Toutes ces roses répandaient dans cette vaste pièce des parfums bien doux, bien suaves. Un moment après, nous étions assis l'un près de l'autre sur un divan, où étaient brodées des chimères de la Chine aux griffes d'or. Des plantes de serre étendaient leurs larges feuilles sur nos têtes. Je tenais les mains de la comédienne, que je couvrais de petits baisers discrets, tandis que je lui reprochais doucement d'avoir été cruelle et de m'avoir fait souffrir. Elle s'était imposée ce jour-là sans doute le rôle de la femme chaste et réservée. Ses yeux n'exprimaient rien qu'une sorte de trouble vague, de sympathie mélancolique, sa voix était fraîche et pure. Ce qu'elle me disait me jetait dans je ne sais quel rêve délicieux. Brusquement on frappa à la porte, le charme s'évanouit, des gens entrèrent, des fournisseurs, des essayeuses, des couturières, apportant des toilettes merveilleuses destinées au séjour de Londres. Ce soir, dit Sarah Bernard en posant sa main sur mon bras comme dans Hernani, à 4 heures revenez. Je serai débarrassée de ces gens et nous serons seuls. Je remontai en voiture et me fis conduire chez madame Roberti. J'étais invitée par elle à dîner pour le soir. J'allais seulement lui demander de retarder un peu ce dîner, afin d'avoir plus de temps à passer avenue de Villiers.
en mon âme et conscience, j'y étais allée dans ce but seulement, et toute autre femme que Sarah était bien loin de ma pensée. Comment cela s'est-il fait? Je l'ignore. Comment ai-je pu me trouver là, assis auprès de Marie Roberti, dont les 2 bras étaient noués autour de mon cou, dont les lèvres pressaient les miennes avec une sorte de délire, couvert de baisers fiévreux, que je rendais à peine, enlacé par une femme qui était bien loin de ma pensée? J'étais tristement écœuré et surpris au-delà de toute expression de cette chute rapide et inattendue. Pourtant, Marie Roberti était comme enivrée, vaincue, anéantie. Ses caresses n'avaient point le cynisme des caresses d'une fille. Elle ne cherchait que mes lèvres et mon front. Elle tremblait et j'en avais pitié. Partez, dit-elle tristement quand elle parut s'éveiller de ce rêve. Sauvez-vous, Lottie. On vous attend avenue de Villiers. À cause de moi, n'allez pas manquer l'heure. Et elle se mit, avec une tendresse fraternelle, à rajuster ma cravate et mon col bleu. J'avais voulu revoir avec soin ma toilette de matelot avant de me présenter chez Sarah, et j'arrivai juste à l'heure dite en pressant mon cocher. Devant l'hôtel de l'avenue de Villiers, une dizaine d'équipages stationnaient, les domestiques affolés allaient et venaient dans la cour, tout était sans dessus-dessous. Dans l'étrange vestibule gardé par la momie, je croisai Sarah Bernard qui passait en courant. Voilà notre tête-à-tête, dit-elle en souriant. Il y a 20 personnes dans le salon. Entrez donc, monsieur Pierre. Je reviens. Une dépêche était arrivée, avançant d'un jour le départ pour l'Angleterre. Le lendemain, à midi, il fallait être en route. Les visiteurs, princes, marquis, hommes de lettres ou artistes, arrivaient en foule pour prendre congé. Tout le monde perdait la tête. Je vois encore cette scène dans le grand salon. Une bande d'artistes et de femmes de théâtre. Monsieur Lepage. Note: Jules Bastien Lepage, peintre. Mademoiselle Abéma. Note: Louise Abéma, portraitiste. Mademoiselle Samary. Note: Ernestine Samary, actrice du théâtre français. Reprise: Mademoiselle Samary, la vieille dame de compagnie, les femmes de chambre. Le grand lévrier, peint par Monsieur Clérin. Note: Georges Clérin est l'auteur d'un célèbre portrait de Sarah Bernard. Reprise: Le grand lévrier, peint par Monsieur Clérin, la chienne danoise. Tout ce monde s'agitant pour les préparatifs du voyage au milieu d'un désordre indescriptible. Sarah Bernard donnant ses instructions avec un calme extrême, assise tranquillement à son bureau sur la haute chaise gothique qui porte sa devise, quand même, écrivant au milieu de ce tapage une quantité de lettres et de cartes d'adieu, et puis se levant pour venir m'offrir gracieusement son portrait en Donna Maria de Neubourg, note, dans Ruy Blas. Écrivez-moi à Londres, dit-elle, 77 Chester Square, et ne m'oubliez pas. Écriture décalée à droite. Avant de me présenter au dîner de Marie Roberti, je pris le temps d'enlever mes vêtements de matelot, qui rappelaient trop la scène du jour. À 6h30, je reparus chez elle en tenue d'enseigne de vaisseau. Je trouvai là Nelly, Lampérière et mon oncle Théophile, note, Théophile Liotier, cousin de la mère de Julien et mari de Nelly, qui étaient également conviés. Il me sembla que Marie Roberti tremblait légèrement quand je lui offris le bras pour passer à la salle à manger. Je crus voir aussi à ses yeux qu'elle avait pleuré, et je la jugeai avec plus d'indulgence. Je fus ému et j'éprouvai pour elle une sympathie plus grande. Peut-être en effet m'aimait-elle un peu au fond de mon cœur,
Je l'aurais désirée, mais elle avait dû céder à un moment de trouble, dont je me serais trouvé coupable de profiter. L'ombre de Sarah Bernard nous avait protégés aujourd'hui, mais demain, je décidai donc de quitter Paris sans revenir dans cette maison. Journal 1, page 86. Note attachée à sans revenir dans cette maison. Une lettre, sans doute adressée à Nelly Lieutier, le 12 juin suivant, débutera ainsi. Guillemets. Je veux commencer par vous dire que jamais, jamais, je n'épouserai M.R. Ne me demandez pas de détails sur notre dernière entrevue à Paris. Cela me serait pénible. Fin de guillemets. Lettre publiée, in JL1, page 87-89. Samedi 30 mai, le lendemain. De 11h à minuit, me trouvant encore en tenue de matelot, je restais assis à fumer des cigarettes turques devant le café de la Paix, place de l'Opéra. La lune, la lumière électrique et le gaz combiné éclairaient à giorno. Les promeneurs passaient et repassaient, tournant souvent la tête pour regarder mon col bleu. Le roulement incessant des voitures se mêlait au murmure confus des voix humaines. Ma vie passée m'apparaissait sous de singuliers aspects dans un rêve auquel ce tourbillon de boulevards donnait une animation fantasmagorique. Quand les cafés se fermèrent, force me fut de me lever, et je commençai dans Paris une longue promenade solitaire par les quartiers qui m'étaient jadis familiers à l'époque où je débutais dans la vie. Je descendis les quais silencieux, je passai devant les porches sombres de Notre-Dame et rentrai à 2 heures de la nuit par le quartier latin. Paris, samedi 30 mai, en italique, une lettre. À Madame Marie Roberti. Madame, je ne suis pas le garçon absolument perverti que vous croyez. Je respecte encore certaines choses. Je respecte certaines femmes qui sont trop charmantes pour qu'on ose abuser d'elles dans leurs moments de trouble et d'oubli. L'ombre de Sarah Bernard nous a protégés hier. J'avais la tête toute remplie de son rendez-vous. Mais elle ne nous protégerait plus aujourd'hui. Sarah est partie ce matin pour l'Angleterre. Je m'en vais donc sans vous faire visite d'adieu. Il faut un peu me savoir gré d'agir ainsi. Je désirais vous revoir. Si le souvenir de ma visite d'hier vous est pénible, oubliez-la. Et je vous jurerai moi aussi de l'oublier. Si au contraire un peu d'amour de Lottie peut vous aider à passer le temps de la vie, si Lottie est réellement un peu aimée et désirée par vous, vous le retrouverez à vos ordres, où et quand vous voudrez. Je suis encore en France pour 6 mois. Quoi que vous décidiez, madame, voulez-vous au moins que nous soyons très amis? Notre affection pourra rester un secret entre nous deux. Écrivez-moi un peu à Cherbourg, à bord de la Moselle, et si vous me permettez de vous répondre, dites-moi où je pourrais vous adresser ma lettre. Surtout ayez en moi confiance absolue comme si j'étais votre frère. Veuillez agréer, madame, mes hommages respectueux et l'expression de mon dévouement illimité. À vous, Lottie. Dimanche 31 mai, lendemain. 7 heures du soir, pris le train de Cherbourg. Lundi 1er juin, lendemain, 6 heures du matin, arrivé à Cherbourg par la pluie. Promenade matinale dénuée de charme, à la recherche d'un logis garni, 24 rue de la Paix. Je retrouve à bord mon cher Pierre, dont l'œil va plus mal et nécessite une opération. L'éclat de fer est entré si profondément qu'il ne pourra sortir seul. À 3 heures, nous nous dirigeons vers l'hôpital, Pierre, le docteur et moi, sous une pluie battante. Retrouvé parmi les malades, mon ami Guerre du Sénégal. L'opération est longue et douloureuse, j'en souffre presque autant que Pierre. Et une sueur froide me coule du front. Heureusement, c'est fini et réussi. Il n'en restera aucune trace. Pierre a les yeux bandés. Nous l'emmenons comme un aveugle, sous un vrai déluge, dans le nouveau logis du matin,
où il faut le faire manger et le coucher. 4 juin, plus 3 jours. Dans un café de Cherbourg, pluie et brouillard au dehors, un capitaine d'infanterie de marine s'avance vers moi en souriant et me tend la main. Vous ne me reconnaissez pas, dit-il. Paul Martin, nous avions plus beau que cela en Savoie. En Savoie, c'est déjà loin ces souvenirs, ces beaux jours purs d'octobre que je passais là, après la sombre nuit de Genève. Note, voir journal, volume 1, pages 231 et 251. Autre allusion à la femme genevoise connue au Sénégal, où François Eminet était marin. Reprise. Ces beaux jours purs d'octobre que je passais là, après la nuit sombre de Genève, égayé, consolé, promené au soleil et sur le lac, par mon pauvre ami François. En effet, à une table d'hôte d'Annecy, j'avais rencontré alors le capitaine Paul Martin. Nous avions fait une excursion ensemble et pris le même train pour rentrer à Paris. Ces souvenirs de la Savoie sont pourtant restés longtemps dans ma mémoire, lumineux et enchanteurs. L'air pur et vif des montagnes, un lac paisible et ombreux, les derniers jours d'automne, la figure honnête et douce de François Eminet, je ne sais quelle poésie savoyarde, et quelque sombre tristesse aussi, laissée par l'entrevue suprême de Genève. Je me rappelle aussi certaines places pittoresques du vieil Annecy, par laquelle nous passions le soir pour aller au bord du lac. Regardez cette place, Julien, disait François. Quand nous étions piémontais, les soldats italiens avaient là leur caserne. Note. La Savoie a été italienne jusqu'en 1860. Les soldats italiens avaient là leur caserne, et je venais toujours jouer là au soleil avec les autres enfants de mon âge pour les voir défiler et manier leurs armes. Je voudrais beaucoup qu'il fît plus beau demain, dit en riant le capitaine Martin, car c'est un grand jour pour moi. Demain je me marie. Tous se marient, tous mes camarades d'autrefois, tous mes amis. Moi seul, pauvre exilé, de je ne sais quelle patrie étrange, je peux bien charmer Sarah Bernard, et d'autres femmes aussi. Mais je vieillirai seul, je n'aurai ni famille, ni intérieur. Cherbourg, 5 juin, écriture italique, une lettre. Mon cher Jousselin, je regrette infiniment que notre courte entrevue vous ait apporté une désillusion aussi complète et aussi rapide. Il m'a été pénible, je l'avoue, pour une fois par hasard que nous nous trouvions réunis, d'être ainsi laissé de côté par Lampérière et par vous, qui vous disiez mes meilleurs amis, et que je considérais en effet, après mon frère Pierre, comme mes plus sûrs camarades. Vous savez déjà que je suis au-dessus des conventions et des usages. En ce qui concerne madame Lieutillier et madame Roberti, ce que vous avez fait n'a aucune importance à mes yeux, et je vous approuve absolument de n'être pas revenu chez elles si cela ne vous amusait point. Je n'ai nullement compris que vous ayez si promptement désiré fuir ma présence. Il est vrai que je me suis montré à vous, sous un jour déplorable, obligé par hasard de faire des courses, comme le premier venu, et de me conduire comme tout le monde. L'incident Florina est aussi fort regrettable, et je me suis conduit là comme un soudard. Mais si vous aviez voulu rester avec moi, nous nous serions rattrapés. Les derniers jours, nous aurions pu passer ensemble quelques moments agréables n'importe où, voire même chez Sarah Bernard, à laquelle, suivant votre désir, je vous aurais présenté. Et puis notre grande erreur vient de ceci. Autrefois, dans un instant de dévouement, dont je vous garde une profonde reconnaissance, vous m'aviez offert de venir à Paris pour moi, pour me distraire, me guérir et me rattacher à la vie. Je me considérais donc un peu comme le malade, vous comme le médecin, comme l'ami, duquel je pouvais abuser en le traînant à ma suite. Au contraire, le plus malade de nous deux, c'était vous. C'était moi qui aurais dû m'oublier moi-même pour vous distraire. Je me suis aperçu trop tard que nos rôles étaient intervertis, et de là est venu tout le mal. Si nous nous rencontrons jamais quelque part, le fait ne se reproduira plus, soyez-en persuadés.
Croyez bien à mes meilleurs sentiments et à ma reconnaissance, qui vous est acquise. Julien Viau. 7 juin, plus de jours. Pierre est déjà complètement guéri. Nous passons la journée et une partie de la nuit à la grande assemblée du champ Cochin, la plus courue des environs. De la boue jusqu'aux genoux, beaucoup de monde et tapage, une bonne grosse gaieté normande, drôle et contagieuse, repas sardanapalesques sur l'herbe mouillée, des familles entières passent la nuit à chanter en buvant et mangeant du veau, poésie très réaliste. Une bonne nouvelle inattendue. La Moselle se rendra directement à Rochefort.